Voyons maintenant l'héritage issu des gamètes. Le gamète femelle, comme le gamète mâle, apporte bien sûr N chromosomes. Chaque parent va donner la moitié du patrimoine génétique de l'individu à venir. Donc ça, c'est bien sûr les éléments principaux. Maintenant, on peut rajouter que le gamète femelle apporte des réserves d'informations. Souvenez-vous, au moment de la fabrication de l'ovocyte, en prophase 1, leptotène, il y a au niveau des chromosomes en écouvillon, phénomène de transcription qui permet de fabriquer de l'ARN messager. Donc au niveau de l'ovocyte, il y a un stock d'ARN messager qui pourra ensuite, dans le zygote, puis au cours des premières étapes du développement embryonnaire, être traduit. Donc là, ce sera un gain de temps puisque la transcription est déjà effectuée. Il y a quelques réserves métaboliques, mais elles sont peu importantes. On qualifiera cet œuf d'œuf alécite. A qui veut dire privatif, lécite, réserve. Donc on peut dire que ces réserves sont relativement négligeables par rapport, par exemple, à l'ovocyte d'amphibien qu'on avait étudié préalablement, puisqu'ici, l'embryon va au départ être alimenté par le lait utérin, puis le placenta prendra le relais pour apporter les substances nutritives à l'embryon, puis au fœtus. Le gamète femelle va également apporter tout le chondriome, c'est-à-dire l'ensemble des mitochondries du zygote proviennent de l'ovocyte et donc après, bien sûr, l'ensemble des mitochondries de l'individu qui va être formé va provenir de la femelle. Et ces mitochondries présentent de l'ADN, ADN mitochondrial. Donc on a une certaine information génétique uniquement d'origine maternelle. Les gènes mitochondriaux ne sont hérités que de la mère. Pour ce qui est du gamète mâle, il y a apport du centriole proximal, mais en général, par la suite, il se désagrège. Pour ce qui est des aspects génétiques, on parlera tout à l'heure des phénomènes d'empreinte parentale. Voyons maintenant les conséquences génétiques de la fécondation et faisons le bilan des aspects relatifs à l'innovation et la conservation d'informations génétiques au cours de cette reproduction sexuée. Vous avez sur ce document à gauche ce qui se passe chez l'homme, à droite ce qui se passe chez la femelle. On s'est placé ici dans le cas de l'espèce humaine, 2n égale 46. Donc chez chaque individu, il va y avoir gamétogénèse avec au départ des mitoses pour former un stock de cellules de la lignée germinale. Donc les mitoses, bien sûr, qui vont globalement être considérées comme des divisions conformes. Donc là, globalement, les mitoses vont permettre de conserver l'information génétique avec conservation du karyotype et du génotype. À ces mitoses va succéder la méiose qui est traditionnellement, bien sûr, associée à une division non conforme, puisque via les brassages, il y a une innovation importante, une innovation génétique importante qui apparaît. Donc, innovation par l'intermédiaire de brassage intrachromosomique et brassage interchromosomique. C'est ça qui fait que les gamètes formés, donc ici j'en ai détaillé un avec des chromosomes et des allèles, mais vous voyez ici à gauche, on veut montrer que ces gamètes sont très divers, aussi bien pour les spermatozoïdes que bien sûr pour les ovocytes. Donc, recombinaison génétique très importante. Il va y avoir également de l'innovation qui va intervenir via des anomalies qui peuvent être aussi bien
intervenu au cours des mitoses qu'au cours des méioses. Donc, c'est tout ce qui correspond aux mutations ponctuelles, donc des changements d'un à quelques nucléotides au niveau des séquences, des mutations chromosomiques qui sont des modifications de plus grande ampleur qui vont affecter toute une région de chromosomes, et enfin des remaniements karyotypiques qui vont changer le nombre de chromosomes au niveau du karyotype. Donc tout ceci permet de fabriquer des gamètes qui sont vraiment très divers. Ces gamètes vont se réunir au moment de la fécondation, ils vont fusionner et cette fusion se fait au hasard. Donc ça c'est essentiel, ça va permettre bien sûr de fabriquer un zygote qui va être unique. Pour matérialiser ce croisement au hasard, on peut représenter ce qu'on appelle l'échiquier de croisement. Donc là, je vais vous présenter la façon de le produire. Donc un exemple ici, c'est une ébauche. Je vais juste présenter les principes. Ébauche d'échiquier de croisement. On va représenter d'une part les gamètes femelles qui sont susceptibles d'être produits lors de la méiose. Ici, j'en ai représenté qu'un pour aller vite, mais on va représenter le génotype présent à l'intérieur de ce gamète femelle. Donc, par rapport à mon schéma de tout à l'heure, j'ai choisi ici l'allèle petit a associé à l'allèle petit b sur un chromosome et sur un autre chromosome d'une autre paire, l'allèle grand C. Là, je me suis placée dans un cas de figure très très simpliste où on considère que cet allèle a une chance sur 4 d'être produit. Donc, je me suis placée dans un cas complètement simpliste. Une chance sur 4 d'être produit. Donc, on pourrait mettre ici les autres combinaisons d'allèles et donc le génotype des autres. Pour le gamète mâle, là aussi, on va représenter pour chaque ligne, cette fois-ci, le type de gamète qui peut être produit et sa probabilité d'apparition. Et ensuite, on va combiner un gamète mâle avec un gamète femelle, ça matérialise la fécondation pour obtenir le zygote produit qui va être une cellule diploïde. Donc on a ici le génotype d'une cellule diploïde représentée avec l'apport en haut de ce qui va correspondre à un gamète et en dessous ce qui correspond à l'autre gamète. Donc on a ici le génotype qui est représenté et sa probabilité d'apparition qui va correspondre au produit de la probabilité de chacun des gamètes qu'il a fabriqué. Donc un 5e ici et ainsi de suite. Donc, réunion au hasard, on va avoir d'une part fabrication d'un zygote qui est unique. Bon, là, j'étais allée jusqu'à 1/5e, mais bien sûr, il y a beaucoup plus de possibilités de gamètes que ça d'être formées, puisque bon, j'avais pris qu'un quart pour chaque gamète, j'avais pris très peu de gènes avec donc 3 seuls gènes qui étaient présents avec différentes possibilités d'allèles, mais bien sûr sur l'ensemble du génome on aura beaucoup plus de gènes que cela. Donc unicité du zygote. Également cette fécondation permet de revenir à la diploïdie. On ajoute N chromosomes plus N chromosomes. On a un retour à la diploïdie avec donc retour au karyotype initial. Donc on a maintien de karyotype de l'espèce. On va bien sûr avoir également maintien des gènes spécifiques de l'espèce. Gènes de type A, gènes de type B, gènes de type C ici. Par contre, après attention, faites bien la différence entre gènes et version des gènes qu'on appelle allèles, puisque là, les allèles, eux, vont pouvoir être divers. On va avoir, donc comme on l'a dit, diversité allélique par tous les phénomènes de modification génétique, donc une descendance unique. J'aurais pu rajouter ici pour les phénomènes de conservation aussi, conservation bien sûr, de caractères de type
paternel et de caractères de type maternel.